Bon, alors rien que ça, oui, c'est éblouissant, hein. Politique de résilience et transition, c'est un titre étonnant pour un adjoint. C'est vous qui vous êtes battu pour avoir ces titres-là? D'abord, bonjour à tout le monde. J'en ai rencontré quelques-uns et quelques-unes ce matin. Oui, oui, eh bien, c'était une évidence pour moi et au-delà de moi, pour celles et ceux qui m'avaient accompagné dans les élections municipales et dans les discussions qu'on a pu avec le maire entre les deux tours. C'était de dire qu'on ne peut plus regarder les choses comme avant, en disant on s'occupe de l'environnement, de la végétation en ville, mais plutôt vraiment de l'adaptation de notre espace public, d'une ville en général, aux grands défis du siècle, et il y en a plusieurs, mais en tous les cas, les deux principaux que nous voyions à ce moment-là, c'était l'adaptation au réchauffement climatique et évidemment aussi l'adaptation de notre ville pour préserver, voire renforcer la biodiversité sur notre territoire. Alors, je vous laisse expliquer tout ce que Rouen met en place. Je vais juste vous demander de parler un petit peu plus près de votre micro. D'accord. Et je reviens dans un instant pour vous poser quelques questions. Oui, alors d'abord, je m'excuse, je suis ni maire ni nantais. Donc j'excuse Johanna Rollon qui n'est pas là cet après-midi. Et j'essaierai, parce que je la remplace quand même un peu au pied levé, donc je vais essayer de vous parler non pas de la renaturation de la ville de Nantes, qui est très en avance, bien évidemment, sur beaucoup de villes en France, mais plutôt vous parler de ce qu'on essaye de faire maintenant depuis quelques années à Rouen, avec une amplification du processus qui s'est engagé après les élections municipales, malgré le fait qu'on soit en pandémie. D'ailleurs, je ne sais pas si le maire, je l'écoutais attentivement, mais ce n'est pas ce matin qu'il l'a dit, il l'a dit il y a quelques jours dans une autre inauguration, ce qui a été aussi un point d'orgue de l'été où les élections municipales se sont terminées, c'est ce 40 et quelques degrés qu'on a eu à Rouen au mois d'août. Et je me rappelle très bien, parce que je suis là cet après-midi avec Julien Goussens, qui est le directeur de ce projet de renaturation sur la ville. Et on avait échangé dans les jours qui ont suivi. Et c'est le moment où on s'est rendu compte que les grands arbres, notamment ces séquoias du Jardin des Plantes, avaient pris un coup quasi mortel et ils étaient en train de dépérir. Donc on voit bien à quel point ces coups de chaleur qui sont répétés, qui ne sont plus une fois tous les 5, 10, 15 ans, mais qui reviennent maintenant tous les ans. Je rappelle qu'il y avait eu déjà le 25 juillet 2019, je crois, des records de chaleur. Je relisais un article il y a quelques jours de ça où un élu de Paris disait que la température avait atteint 43 degrés. Donc on voit bien que ces événements climatiques sont de plus en plus fréquents. Et c'est vrai que par rapport à ça, on a décidé dès le début de ce mandat d'aller beaucoup plus fort et beaucoup plus loin de ce qu'on avait par rapport à ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Et je le dis, on partait de loin, et si j'étais un peu taquin, mais je le suis parfois, de très loin, parce que alors, la ville de Rouen ne fait pas exception, mais je pense que la finalité des villes telle qu'elle a été, qu'elle s'est construite tout au long de l'époque industrielle, qui va de la révolution industrielle jusqu'à l'après-guerre, c'était quand même des villes qui avaient vocation à être des villes de production et de consommation, et finalement qui digérer les différents départs qui se sont opérés des campagnes pour venir grossir le rang des citadins. Et finalement, à ce moment-là, la ville devient extrêmement minérale, et particulièrement ici dans notre région où, il faut le dire très clairement, les grandes industries qui nous entourent, c'est les industries du pétrole, de l'automobile, du nucléaire, etc. Donc on voit bien que toute la logistique et toutes ces industries-là vont peser très fortement, y compris sur les décisions politiques de toutes ces années, et on va avoir une ville qui va se minéraliser à l'extrême. Ce qui est grave, je le dis avec un peu de tranquillité, mais ce qui est grave, c'est qu'on a même, et je crois que c'est Maud Lelièvre qui en parlait ce matin, on a même inauguré, il y a moins de 5 ans, des places sur la ville de Rouen qui étaient totalement minéralisées. Totalement minéralisées. Parce que dans la tête d'un certain nombre de décideurs de l'époque, et je faisais partie de ceux qui étaient dans les majorités, mais il y avait des débats extrêmement durs, il y avait cette idée que la nature n'est pas forcément un plus, au-delà de la décoration qu'elle peut apporter, mais qu'elle peut être aussi un problème, notamment parce qu'il faut entretenir.
et l'entretien coûte cher et qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir ces grandes zones minérales qui sont faciles à nettoyer, etc. Et vous voyez à quoi tient la création d'un îlot de chaleur, finalement, à très peu au fait qu'à un moment donné, des décideurs importants font le choix de garantir l'équilibre des finances publiques. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut déséquilibrer les finances publiques, mais au détriment, bien sûr, des grands défis du siècle et aussi des grands enjeux de bien-être au sein de notre territoire. Donc on a vraiment eu besoin de réfléchir à comment tout ça, on pouvait le changer. Et si la prise de conscience a été relativement lente tout au long de ces décennies, elle s'est quand même opérée. Elle s'est opérée plus rapidement finalement dans la population. Je pense que les citoyennes et les citoyens rouennaises et rouennais, mais au-delà de Rouen, ont compris très vite qu'on ne pouvait plus vivre dans ces situations qui devenaient de plus en plus épouvantables. Alors bien sûr en été avec les canicules, mais même en hiver, on a vu aussi très rapidement se développer des épisodes d'inondations extrêmement nombreux et de plus en plus nombreux et de plus en plus forts sur les quais de Rouen. Et on voit bien que c'est aussi un enjeu, le GIEC nous prévient. Moi je le dis ici, mais d'ici 30, 40 ans, on aura une bonne partie de la ville de Rouen, si on ne fait rien, qui sera elle-même sous les eaux. Alors, je ne vous dis pas tout le reste, et le trait de côte aussi, comment il va être extrêmement abîmé. Et on continue malgré tout à ne pas avoir ces débats absolument fondamentaux sur la présence aussi de toute cette vie et toutes ces usines aussi qui s'agglutinent sur la Seine avec des problématiques qui sont nombreuses. Bon, ça, ce n'est pas le sujet seulement de la ville de Rouen, mais c'est vrai que tout ça a fait qu'il y a eu des prises de conscience qui se sont opérées et finalement, les politiques ont suivi cela. Dans les services, je pense qu'il y avait une envie dans les services parce qu'on ne fait pas la transition écologique, on ne fait pas la renaturation de la ville sans les services d'une ville. Et je pense que cette prise de conscience était aussi là très forte, mais elle était freinée aussi par le manque de moyens. Et heureusement, depuis maintenant quelques années, on a réussi à reconquérir tout ça. Ça a commencé, me semble-t-il, avec quelque chose d'extrêmement symbolique, c'est-à-dire quand on a pris cette décision il y a quelques années de renaturer, en tous les cas de débitumer plutôt, parce que on a plutôt végétalisé que renaturé les quais bas de rive gauche, et là c'était un mouvement important. Et l'élu que j'étais à l'époque se rappelle de débats extrêmement difficiles, même au sein de la majorité, parce qu'il y avait un parking à la place, sauvage, gratuit. Et donc, il y avait toute cette question de dire, oui, mais les gens qui se garent le matin ici, c'est aussi des gens qui ont besoin de pouvoir se garer. Ils n'ont pas forcément des moyens importants. Donc, il faut absolument préserver ce parking gratuit et sauvage. Et on a été un certain nombre de dire, non, il faut trouver les solutions ailleurs sur ces questions-là. Évidemment qu'elles sont essentielles. On ne peut pas faire la transition écologique sans la transition sociale. Mais il est utile, nous semble-t-il, de marquer cet espace important qui était séqué par cette reprise en main de nos territoires, notamment sur le plan de la présence de la nature sur Rouen. Donc ça a été un moment, me semble-t-il, extrêmement important. Mais en même temps, c'est un peu à la mode de dire ça, enfin depuis 5 ans, mais en même temps, c'est vrai qu'on continuait à produire des projets qui étaient beaucoup moins ambitieux en termes de présence de la nature et de l'eau, de la trame verte et la trame bleue. Et il y a eu un débat passionnant, c'était le débat du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal, parce qu'il nous a obligés à faire le point sur toutes ces questions-là. Moi, j'étais assez favorable d'ailleurs à qu'on ait un PLUI global, parce que ça nous obligeait à dézoomer et à avoir une réflexion globale sur le territoire, notamment sur la question d'artificialisation des sols, parce qu'elle était extrêmement importante sur la métropole de Rouen, et ça nous a permis d'avoir un regard tout à fait différent sur cette artificialisation, même s'il reste un certain nombre de sujets, de débats, mais quand même, et le maire avait raison ce matin de dire qu'un des premiers accords que nous avons trouvés ensemble, c'était de sauver 50 hectares de forêt très rapidement à la sortie de Rouen, qui était absolument fondamental pour nous, parce que ça marquait la volonté de changer de paradigme sur notre territoire. Et évidemment, ce plan local d'urbanisme, il a aussi vocation à travailler sur les villes. Et on avait aussi ce souci que beaucoup de communes ont connu, c'est ce qu'on appelle la construction à l'alignement, qui faisait qu'on n'avait aucun retrait et aucune possibilité de mettre de la nature quasiment sur nos trottoirs.
Et on voit bien que le sujet aujourd'hui de débitumer la ville, de désartificialiser la ville, on a besoin d'avoir des marges de manœuvre sur nos trottoirs, sur nos voiries, parce que c'est absolument fondamental. Et c'est un des éléments très importants qu'on a mis en place dès le début de ce mandat, avec un certain nombre d'exemples. Alors je dois avoir quelque chose, je ne sais pas si ça va marcher, peut-être pas. Voilà, c'est pas, ça va pas. Vous ne le voyez pas, vous, en tout cas. Moi, je le vois. Donc, voilà, avec un certain nombre d'éléments de débitumisation donc qui ont commencé modestement au début, et puis parce qu'il fallait qu'on se dote d'un plan. Mais je finis sur l'analyse. Donc, il fallait, pour qu'on réussisse ce plan de renaturation, il fallait, me semble-t-il, 4 éléments. D'abord, un plan ambitieux, ce qu'on a appelé le plan paysage, plus que le plan de renaturation. Et on a travaillé avec des prestataires, bien sûr, avec l'ensemble des services, des élus. Je tiens à parler aussi des élus de proximité, dont on ne parle pas fréquemment, mais qui sont aussi celles et ceux qui portent les projets au sein des territoires, au sein des quartiers. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment un temps record mis en place un plan paysage qui nous semble assez intéressant. Alors bien sûr, il aura vocation à avancer dans le temps, à se transformer, à évoluer, notamment à l'aune des débats qu'on aura évidemment avec les forces vives citoyennes, associatives, et aussi avec un certain nombre de partenaires. Mais c'est un plan ambitieux. Et ce qui dit plan ambitieux dit qu'on doit avoir une équipe opérationnelle qui doit le porter, qui peut le porter. Et on a très rapidement pensé qu'il fallait mettre un nouveau service du paysage, de la nature en ville, appelons-le comme on veut. Je ne sais jamais comment il s'appelle, mais Julien le sait mieux que moi, même si je le pilote en tant qu'adjoint. Mais ce qui était surtout intéressant, c'était d'avoir cette équipe très motivée, avec un directeur qui arrive à ce moment-là et qui est lui-même issu du Jardin des Plantes, sur lequel on avait beaucoup travaillé parce que c'est un outil tout à fait performant. J'en dirai un mot après pour la renaturation. Et à partir de ce moment-là, l'équipe s'étoffe aussi. Et on fait la proposition au maire de recruter une écologue, ou une écologue, c'est une écologue qui est arrivée, parce que ça nous permettait d'avoir un regard beaucoup plus global, beaucoup plus pointu aussi sur les projets que nous voulions mettre en place, et notamment tous ces inventaires que nous allons faire. On a déjà un qui a été fait dernièrement, et il y a tout un tas d'autres études qui sont lancées ou qui sont prêtes à être lancées. Et aussi, ça nous permet de faire la synthèse entre les projets ville et métropole et de ne pas nous tromper, y compris de travailler avec les projets issus du privé, parce qu'on a des projets d'urbanisme, bien sûr, qui sont des projets privés. Avec Fatima Elki, qui était là ce matin, on regarde de très près ces projets, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été ratées sur notre ville ces dernières décennies. Et c'est vrai que là, on a propension à arriver un peu en amont, quand on peut encore le faire, et retravailler avec eux, souvent ces projets, et l'écologue est aussi une personne qui va nous aider à aller dans le bon sens. Il fallait aussi un budget, je crois que le maire l'a dit, un budget sans précédent à l'échelle, bien sûr, d'une ville de 100 000 habitants. Un budget, je vais donner qu'un exemple, mais je vais permettre d'aller sur le slide tout de suite. Et les cours d'école, par exemple, on a décidé de renaturer les cours d'école, toutes les cours d'école et des crèches et des centres de loisirs dans ce mandat. C'est un effort sans précédent. C'est 58 cours d'école ou 59, je ne sais jamais. C'est une bonne vingtaine de crèches. C'est des centres de loisirs. Et c'est vrai qu'on a décidé de mettre un budget, là aussi, tout à fait ambitieux, puisque c'est un budget de 2 millions par an. Donc c'est quand même, pour une ville comme Rouen, c'est un budget très important. C'est un budget municipal, parce que dans les 11 millions dont a parlé le maire ce matin, il y a aussi des parts de ce budget qui viennent de la métropole, d'un certain nombre de partenaires. Et là, on est vraiment sur un budget ville de Rouen, et c'est vrai qu'on a un peu essuyé les plates avec les 5 premières écoles, mais cette année, c'est 11 établissements qu'on est en train de travailler. Là, on finalise le projet qu'on a beaucoup plus réfléchi en amont avec les équipes pédagogiques, avec les enfants, etc. Et ça va permettre tous les ans de faire environ 10 ou 11 établissements supplémentaires qui sont bien sûr des lieux de vie, tout à fait nouveaux pour les enfants, puisqu'ils vont mettre la main, non pas à la pâte, comme on disait, mais à la terre, et c'est important. Mais aussi, c'est autant d'îlots de fraîcheur, ou en tout cas d'oasis de fraîcheur, dans une ville qui en manque terriblement. Et l'idée que nous avions d'ouvrir les écoles pendant l'été, les cours d'école pendant l'été, c'est autant d'endroits où la nature a repris ses droits, mais qui sont aussi des vrais, à la fois des lieux où la biodiversité, alors bien sûr la biodiversité dans une cour d'école, ça reste quand même extrêmement compliqué, parce que je suis moi-même enseignant
en REP+, sur une école qui sera renaturée dans quelques années, mais on sait que quand une 150, 160 enfants descendent après 2 heures de cours, c'est pas si évident que ça, que la biodiversité s'incruste de manière définitive et forte. Mais en tous les cas, ce sont des refuges aussi, à la fois pour les espèces, mais aussi pour les gens qui, bien souvent, dans les quartiers de nos villes, n'ont pas forcément de jardin à proximité, et d'avoir ces grands îlots de fraîcheur qui se construisent, et qui se construisent à la fois sur tout un aspect pédagogique avec les enfants, mais aussi comme lieu de vie, et finalement, la nature aussi a un rôle social très important. Donc, donc, je reviens à mon budget. C'est vrai que ce budget, du coup, est beaucoup plus important, et 11 millions pour la renaturation, c'est sans précédent à l'échelle, bien sûr, d'une commune comme la nôtre. Beaucoup de cet argent va aussi sur la déminéralisation, je vais montrer quelques images tout à l'heure, et aussi une partie sur des études, puis des projets que nous allons mettre en place sur la ville de Rouen. J'en cite quelques-uns, et je vais essayer d'aller vite sur eux. Donc là, c'est toujours les cours d'école. Je reviendrai en arrière sur ça. Voilà, c'est ici, on a parlé ce matin. Alors, bien sûr, c'est une esquisse, hein, c'est pas forcément la finalité, mais ici, vous avez la place de Haute-Vieille-Tour dont on a parlé ce matin. Alors, c'est purement là-dessus une idée, ça sera pas forcément ça à la fin, mais ça vous montre comment on récupère un espace et on le transforme en lieu de vie, tout simplement, à un endroit où il y avait peut-être 80 voitures qui étaient garées en permanence, là juste derrière, par ici. Nous aurons demain un lieu renaturé qui permettra d'être tout à fait, comment dirais-je, il sera aussi un lien entre deux lieux, je crois que le maire l'a dit ce matin, mais entre ce bâtiment qui est merveilleux, mais dont on est arrivé par la pire endroit ces dernières années, alors qu'il sera de nouveau ouvert du bon côté, celui que vous avez utilisé aujourd'hui, et la cathédrale qui est quand même le haut lieu du tourisme et de la culture, enfin, d'une partie de la culture à Rouen, donc c'était important. Et le point, autre sujet, et après je vais peut-être... Là, on a la place de l'hôtel de ville, donc aujourd'hui, qui est un immense îlot de chaleur, hein, tout simplement. Tous ceux qui le fréquentent quand il fait très chaud et qui sortent vers 17h, 17h30, 18h, ils savent à quel point ce que ça veut dire quand la chaleur revient comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de le renaturer complètement, y compris de retirer le parking des élus. Hein. Moi-même, je suis élu. Ça m'arrive de venir avec ma voiture à ce parking. J'ai proposé au maire qu'on supprime aussi ce parking, nonobstant bien sûr les besoins pour un certain nombre de services et de véhicules de sécurité, mais faire en sorte que très symboliquement, devant la ville, ce lieu devienne aussi un lieu de vie, de ville, de vie, et un lieu de partage, et aussi un lieu où on fait prospérer cette idée que la nature n'est plus l'ennemi de l'homme et du développement, mais au contraire un outil extrêmement important de notre parcours, de notre récit collectif, parce qu'on doit créer ce récit. Dernier point sur ce il fallait un pilotage politique fort, et je crois qu'on a su créer ça. On voit bien, quand vous travaillez dans une collectivité depuis quelques années, s'il n'y a pas un portage politique extrêmement fort, qui à des moments très fréquents regarde où on en est, et ben les projets ont tendance à s'étioler un peu dans le temps. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir ce comité de pilotage. Donc on a un comité de pilotage que je pilote fréquemment, mais par contre, on a un comité de pilotage qui est piloté directement par le maire tous les 2-3 mois, qui permet vraiment de faire le point et de regarder si les projets sont engagés, et s'ils ne sont pas engagés, ça peut arriver de comprendre pourquoi et de trouver les solutions. C'est aussi ça la pédagogie, c'est de voir quelles sont les difficultés, de trouver les solutions pour essayer d'avancer un peu plus vite. Donc c'est important, parce qu'on voit bien que le plan paysage et la renaturation de la ville sont un des projets phares du mandat, mais aussi un des projets qui avance le plus vite et le mieux sur notre territoire. Bien sûr, je dis ça tout à fait entre nous, et vous le répéterez bien évidemment à personne. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a fait en 2 ans. Et je vous propose peut-être après d'engager une discussion féconde. Juste finir sur peut-être... non, ça c'est celui-là, le projet oui, je me suis trompé tout à l'heure, ça c'est le projet de la Haute-Vieille-Tour. Le projet qui était avant, c'est un jardin. Alors, oui, je vais en dire un petit mot quand même. Ça, c'est amusant, parce que c'était un terrain-ville, et je vous garantis qu'il y a 20 ans, vu où il est placé à côté de l'Aide Saint-Maclou,
il aurait été vendu, il aurait rapporté énormément d'argent à la ville et ça aurait permis certainement de développer des politiques autres, peu importe lesquelles. Et on a bataillé, le maire a validé pour que ce lieu soit rendu à la population à travers un jardin public sur lequel on va travailler avec les forces vives du secteur et peut-être un peu au-delà, mais pour faire en sorte qu'on ait ce poumon vert aussi au cœur d'une ville qui est bien sûr dans cet espace qui est l'espace le plus historique et le plus ancien, certes un des plus anciens de la ville. On est forcément dans un territoire qui est extrêmement minéral, donc avoir ce type de jardin à cet endroit-là, c'est absolument fondamental pour nous et pour l'humanité. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai quelques... Oui, on peut vous applaudir. On va s'asseoir 2 secondes. Moi, j'ai quelques questions parce qu'il y a des gens qui m'ont dit c'est bien. Ce midi, là, j'ai été interpellée en disant c'est une question très pratique, vous allez voir. Donc, on débitume les cours d'école, on débitume les parkings, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, dans les cours d'école, que les enfants n'aient pas de la terre partout? Qu'est-ce qu'on met au sol? Comment est-ce qu'on fait pour... quel type de revêtement vous mettez à la place sur les parkings et dans les cours d'école? C'est ce qui est compliqué parce que sur les cours d'école, on a eu des désillusions, et c'est vrai, parce qu'au début, on a mis des copeaux en attendant de pouvoir planter, et on ne plante pas à n'importe quel moment, et là, on voit bien avec la période qu'on est en train de vivre que planter en ce moment, c'est quasiment impossible, encore qu'il a plu aujourd'hui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais même si j'avais oublié mon parapluie au début, mais incontestablement, on a mis ces copeaux, et les enfants... sont ainsi enfants que quand ils sortent dans la cour, ils vont partout. Ils se sont très vite appropriés les cours, ça c'est certain, évidemment en faisant que les copeaux se sont retrouvés un peu partout. Donc c'est transitoire. Et là, on va réfléchir, on se voit dans quelques jours pour transformer les projets de cette année, faire en sorte qu'il y ait moins de copeaux et qu'on soit plus prompt certainement à planter pour avoir des espaces enherbés qui seront plus résistants. Mais enfin... Je dis ça souvent, j'avais une discussion un jour avec des voisins, ils me voyaient de temps en temps, rarement, tourner ma pelouse. Déjà, ils étaient surpris. Et ils me disaient, mais tu ramasses jamais l'herbe. Et je disais, non, je ramasse pas l'herbe parce que je la laisse comme ça dessus. Et puis, ma foi, ça va faire que la décomposition va nourrir mon terrain. J'ai un tout petit terrain, je vous rassure, hein, les élus ne sont pas tous des milliardaires qui sont très riches. Mais bon, j'ai 100 mètres carrés, mais enfin, c'est quand même, il y a un petit peu de pelouse. Et donc, et ils me disaient, oui, mais quand tu rentres et qu'il pleut, tu mets un peu comment dirais-je, d'herbe chez toi. Je pense que, ce que je dis souvent à mes collègues, j'en connais beaucoup les enseignants, je suis moi-même enseignant, j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut apprendre aussi à se dire qu'un peu de terre, un peu de copeaux, un peu d'herbe qui rentre à l'intérieur de l'école, c'est pas grave. Par contre, il faut être en capacité, et ça c'est un vrai sujet, à la fois d'apporter une réponse en termes d'entretien des locaux, et aussi d'entretien des espaces verts. Et ça, c'est une autre histoire. On va renaturer la ville de Rouen. Je pense que toutes les villes sont en train d'être un peu sur ce mouvement. Je ne crois pas qu'on fasse exception. Mais je crois que l'enjeu, ça va être de faire en sorte que les populations nous suivent durablement. Et il y a des enjeux de formation aussi, vous me disiez cela quand on préparait cet entretien, c'est-à-dire qu'il faut que les personnels de la ville soient formés, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes pour entretenir aussi ces nouveaux espaces verts qui poussent un peu partout. Il faut savoir les entretenir correctement. Tout ça, c'est un budget aussi? Oui, vraiment, c'est le sujet principal. Enfin, c'est le sujet sur lequel on a un débat en permanence à la ville, mais je pense vraiment partout. C'est bien sûr qu'il y a des tas d'endroits où les fauches tardives qui sont un vrai enjeu. Hein. Je disais, un sol, quand le soleil est à 40 degrés, là, comme c'est arrivé, le sol il peut monter à près de 60 degrés. Quand c'est de l'herbe, du gazon, on est à 25-26 degrés. Et quand c'est des herbes hautes, on s'aperçoit qu'on peut descendre même jusqu'à 19,5. Donc c'est un enjeu et en plus la biodiversité, l'humidité reste, la biodiversité se développe, etc. Donc les gens ont cru au début qu'on faisait ça parce qu'on ne voulait pas entretenir. Non, on fait ça parce que c'est éminemment important, notamment, bien sûr que le réchauffement climatique c'est dramatique, mais la chute drastique de la biodiversité, l'extinction de masse qu'on est en train de vivre est au moins aussi dramatique. Et il y avait un parti politique pour qui j'ai de l'amitié qui disait tout le temps faut mettre l'humain d'abord. Moi je répondais il faut mettre le vivant d'abord, parce que c'est le vivant qui
qui doit être au cœur, c'est l'interaction entre l'homme et la faune, la flore, etc. Et donc, c'était pas pour faire des économies. Par contre, incontestablement, quand on fait des jardins en ville, quand on fait une trame verte, etc., il faut qu'on soit en capacité d'apporter une réponse en termes d'entretien, et c'est extrêmement coûteux. Donc, on y travaille, on est en train de réfléchir à comment on peut faire pour apporter cette garantie-là, parce que les mètres carrés, les hectares sur la ville de Rouen vont se multiplier avec des complexités. Ils vont être éloignés parfois les uns des autres, avec des grandes différences entre eux. Donc ça veut dire une technique différente à chaque fois, des déplacements, etc., qui demandent effectivement des moyens, non seulement en personnel, mais aussi en connaissances spécifiques. Mais la chance qu'on a à Rouen, c'est qu'on a aussi toute la chaîne. On en a parlé... je crois qu'on avait parlé quand on a vu l'entretien, c'est qu'on a aussi, grâce au Jardin des Plantes qu'on a rénové, je remercie, je ne sais pas si dans la salle, mais Françoise Esconnet qui avait beaucoup travaillé avec Julien pour faire ce travail. Moi, j'avais participé aussi, plus sur les budgets, mais pour renforcer le Jardin des Plantes, qui est aussi un lieu de conservation et aussi un lieu de production. Et on a aussi ce site de production de Franqueville-Saint-Pierre qui est remarquable et qui est rempli de jeunes talents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vont vers ces métiers-là et qui apportent non seulement leur force, leur caractère, etc., mais aussi les connaissances nouvelles qu'ils apprennent. On n'apprend plus de la même manière, je pense, aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Et du coup, vous plantez, dans tous les espaces que vous renaturez, vous privilégiez les espèces locales ? Quand c'est possible, oui, mais la question qu'on se pose, moi, c'est la première question que j'ai posée quand j'ai pris le poste. Combien d'espèces locales pourront encore survivre ici dans 20, 30, 40 ans? Donc ça veut dire qu'il faut aussi adapter ce que seront les espèces locales de demain. Il y a des arbres qui vont disparaître du nord de l'Europe, très clairement. Donc ça veut dire qu'il faudra bien trouver des espèces qui soient en capacité de résister aussi. Et on a je me retourne souvent vers Julien parce que c'est lui qui pilote ça, mais on a déjà nos équipes sont en train de travailler à la réflexion et aux espèces qui pourraient devenir les espèces locales de demain. On ne sait pas non plus, on ne va pas faire venir des espèces de 10 000 km, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette réflexion-là. Le local, tant qu'on peut, mais à un moment donné, il faut se dire qu'il y aura des espèces qui vont réapparaître, et ça c'est très bien. La renaturation de la ville permet ça, mais il y a aussi des espèces qui, sous les chaleurs qu'on va vivre dans les années à venir, vont aussi disparaître. Merci beaucoup. Les questions maintenant, c'est de votre côté, dans la salle. Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Oui, monsieur. Le micro, attendez, le micro arrive. Merci. On a eu une petite réunion à propos du square Verdrel il y a quelques semaines, parce que pour montrer la renaturation au square Verdrel, c'est donc montrer les espèces spontanées, les mauvaises herbes, hein, qui sont susceptibles, et effectivement se sont installées de façon relativement intéressante pour une première expérience. Et donc là, on a des interrogations, évidemment. Je ne parle pas des arbres, là, hein, même si j'évoquais le fait, enfin, j'évoquais entre deux, justement près de Saint-Godard, le chêne qui a été planté, c'est un chêne rouge d'Amérique. On peut penser qu'il est moins sensible à la pollution urbaine, hein, habituellement, même si la première plantation a échoué. Mais ce n'est pas tellement ça le problème, c'est surtout ces friches dont on parlait tout à l'heure, déjà ce matin. Ça, c'est quelque chose qui va donner aux habitants, sans précaution, sans animation, sans leur faire découvrir les merveilles de ces friches, vont leur faire penser « Ah ben, les jardiniers, ils ont abandonné le terrain. Hein. Bon, on paye des impôts et au lieu d'avoir un bel espace vert, on a du pissenlit, on a de la morelle noire, on a des tas d'espèces, dont certaines toxiques. » Donc il faut aussi etc. Donc, éduquer les populations, c'est ça que vous voulez dire. Alors, moi, je crois que la solution, l'une des solutions, c'est l'animation, la pédagogie. Et tout à l'heure, vous avez évoqué les cours d'école. Alors là, vraiment, s'il y a un public qui peut être
passionné. J'ai fait des animations beaucoup pour le public en général au point de vue botanique, mais notamment chez les enfants. Les enfants, alors là, ils se passionnent formidablement. Merci. Ah, pour aller dans ce sens, peut-être si on pouvait remontrer une ou deux... ouais, je vais essayer. Alors, pour revenir en arrière, c'est le rouge. Oui, c'est le rouge. J'ai été trop loin. Ouais, c'était... alors, toc, 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 toc. Voilà. Je vais là-dessus pour donner un avis. Il y a un juste milieu. Je me rappelle, je travaillais avec Carder en tant qu'enseignant et sur les mauvaises herbes comestibles. Avec mes élèves, et on avait fait un jardin, ça remonte, il y a une vingtaine d'années, un jardin de mauvaises herbes comestibles. Mauvaises herbes au sens, bien sûr, comme les gens peuvent les appeler, il y avait des kénopodes, etc., et de l'aillé, enfin bon. Et puis, un élu de l'époque, je tairai le nom, d'ailleurs je ne sais même plus qui c'est, mais ça c'est le côté biodégradable des élus, hein. On est là pour passer et puis à un moment donné d'autres nous remplacent. Était passé par là, pourtant c'était un terrain extrêmement méconnu de la ville de Rouen, derrière mon école, sur les Hauts de Rouen, franchement personne s'y balade en général. Et il était passé par avec les services, il avait trouvé ça très laid. Et quelques jours plus tard, j'arrive avec mes élèves pour aller mettre de l'eau et récupérer quelques fraises sauvages. Et tout avait été nettoyé au Roundup. Est-ce que l'élu avait trouvé que c'était pas beau? Alors, bon, ça gênait personne et c'était en réalité extrêmement pédagogique. Aujourd'hui, aucun élu ne demanderait ça à la ville et les services ne le feraient pas. Mais on a toute une partie de la population qui, à son tour, dit bah, « nous, on trouve ça très laid ». Et la seule manière de régler le problème, effectivement, c'est d'expliquer encore d'expliquer la nécessité que la nature, sous toutes ses formes, retrouve ses droits à nos côtés, avec nous, dans un récit commun au sein des villes, parce qu'on est interliés. C'est-à-dire que la disparition de l'espèce humaine, aujourd'hui, on peut l'inscrire intellectuellement. Bien sûr, toute espèce a vocation à disparaître un jour ou l'autre, mais là, on est dans le dur en ce moment. Et on voit avec les températures qu'il y a dans un certain nombre de pays de la planète, où on sait qu'on atteint le niveau quasiment invivable. Alors, quand l'invivabilité, c'est dans un bout de désert, c'est pas très grave. Quand ça touche des zones entières des pays les plus peuplés de la planète, on commence à se dire qu'il y a un vrai sujet. Et que les solutions, elles sont là-bas, mais elles sont aussi ici. Et il faut cette acceptation. Ça passera effectivement par, d'une part, la pédagogie, mais ça passera aussi par notre manière de présenter aussi sur le terrain ces espaces-là. Il y a aussi une manière de laisser les prairies pour qu'elles soient peut-être un peu plus acceptées dans un premier temps. Et puis après, ça ira tout seul. On a eu le problème sur les cimetières de Rouen, on a eu le problème aussi sur un certain nombre de lieux. Et pourquoi je montre ce lieu-là? Je vois Sébastien Bonnet qui est dans la salle, lui doit reconnaître ça par cœur. C'est Repinville, c'est un lieu qui est emblématique d'une lutte à l'époque pour sauvegarder la dernière grande zone humide de Rouen. Et ceux qui pensaient détruire la zone humide à l'époque étaient des élus, qui pensaient bien faire, parce qu'ils avaient un projet ambitieux d'un géant du bricolage, dont je tairai le nom ici. Mais ils nous disaient, mais ça n'a aucune utilité finalement. C'est pas beau, c'est pas très intéressant, etc. C'est des mauvaises herbes. Les maraîchers, ils font pas des choses terribles. En plus, il y a eu beaucoup de pollution, donc ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est un lieu extrêmement beau et qui a été travaillé avec les associations. Il a encore vocation à s'améliorer. Il n'est pas encore assez ouvert au public, mais on voit bien l'utilité et la nécessité de maintenir ces lieux-là parce qu'ils sont devenus beaux, mais pas seulement, parce qu'une zone humide aujourd'hui, c'est absolument fondamental dans nos territoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Par rapport, justement, vous évoquez avec justesse Repinville, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire, puisque de Repinville, on peut monter par les coteaux de Repinville. Il y a le bois de Bagnères qui appartient au CHU, mais qui n'en fait rien depuis très longtemps. Et puis après, on va sur la côte Sainte-Catherine. Et moi, je suis très inquiet sur la côte Sainte-Catherine parce qu'il y a une régression des pelouses calcicoles. Et donc, est-ce qu'à terme, on ne va pas menacer certaines espèces, dont les orchidées sauvages? Et donc, on voit bien que là, on a une mosaïque de milieux qui pourrait être mise toute en continuité, puisqu'effectivement, je vous rappelle que la côte Sainte-Catherine, c'est 33 hectares quand même de zones protégées, hein.
Et donc, c'est quand même, et le bois de Bagnères fait à peu près pareil. Donc, on voit que là, on aurait un ensemble qui me semble cohérent et qui n'est pas très loin du centre-ville, hein, puisqu'en 5 minutes à pied, la plupart des gens qui courent le font en 5 minutes. Alors, oui. Oui, c'est une zone en danger, ça c'est clair, c'est une zone fragile. Hein. Et il faut agir sur cette zone, oui. Il y a un comité de pilotage qui s'est mis en place, la métropole a repris le sujet, et donc on a un comité de pilotage ville-métropole sur la question. Je sais que la métropole et le CHU sont en pourparlers pour racheter, pour que la métropole rachète l'ensemble des bois qui leur appartiennent, ce qui nous permettrait de partir sur un plan de gestion qui serait nouveau, fort et certainement plus cohérent et qui donnerait la continuité entre les différents espaces. Avec un sujet quand même, moi, qui me préoccupe, c'est la qualité même de la colline, qui est aussi extrêmement en difficulté et sur laquelle il faut aussi qu'on investisse pour faire en sorte qu'elle ne s'effondre pas. Mais je suis d'accord. Une dernière question, au fond. Bonjour. Ma question, c'est quand vous enlevez le béton et que vous redécouvrez le sol, je voulais savoir c'est quel sol vous trouvez, quelle qualité du sol vous trouvez. Est-ce que souvent vous n'avez pas un sol pollué? Et d'autre part, quelle terre? Parce que vous allez amener de la terre de l'extérieur à l'intérieur de la ville. Et quelle terre vous allez amener? Et ma deuxième question, votre comité de pilotage, dans de nombreuses villes, on essaie de faire participer la population pour décider du genre de nouveaux aménagements. Est-ce que la population, sur des projets même un peu tout petits, je veux dire sans que ça soit sur tous les projets, de quelle façon les habitants sont impliqués? Voilà. Oui, alors, par exemple, sur le cas de ce que je montrais tout à l'heure sur Repinville, il y a un comité de pilotage avec toutes les associations du lieu. Sur les grands projets structurants, je ne vais pas tout montrer, mais il y a un projet là, de jardin sur l'île Lacroix. Il y a eu tout un travail avec la population, avec des votations. De la même manière, sur la renaturation de la place Eugène de la Croix, il y a eu tout un travail avec les populations, une enquête qui a été faite et on a eu une votation. C'est toujours insuffisant, mais c'est déjà un début. Dans la question, c'est est-ce qu'on crée surtout un comité de suivi citoyen et associatif et aussi avec des scientifiques pour suivre ce projet de renaturation. La réponse est oui. Le travail qui a été fait sur alors je ne sais plus comment ils appelaient ça, là, que Laura Slimani a fait sur comment ils ont appelé là, la Convention citoyenne. La Convention citoyenne va se transformer en Assemblée citoyenne. Et l'Assemblée citoyenne, moi, je leur ai proposé de travailler, d'y faire rentrer un certain nombre d'associations et d'y faire rentrer un certain nombre de scientifiques pour travailler sur le projet de renaturation au sens large, donc de la ville. Sur la qualité de la terre, oui, la terre n'est pas terrible, mais la terre... moi, dans le mandat précédent, on avait créé un comité comme ça, on a fait rentrer l'Université de Rouen. Et ce qui m'avait surpris à l'époque, c'était la première chose qu'ils nous ont dit, la qualité des sols en France, en général, dans les forêts, etc., est dramatique et qu'il faut retravailler la qualité de ces sols. Donc ce qu'on trouve qu'en bitume, ce n'est pas forcément extraordinaire, mais on a de la terre qui est remise par nos services, qui est justement à Franqueville-Saint-Pierre, qui est travaillée aussi par nos services et qui permet de garantir en tous les cas la qualité au moins sur un temps de ce qu'on va planter. Après, c'est quelque chose qu'il faut entretenir en permanence, comme dans un jardin. Et la bonne terre aujourd'hui, c'est une denrée extrêmement rare. Moi, j'ai appris ça. Hein. Je pensais qu'on trouvait de la bonne terre assez facilement. Tous les villes, tous les jardiniers sérieux, toutes les équipes qui travaillent sur ces questions-là vous diront qu'il y a un vrai problème aujourd'hui pour avoir une terre de qualité, quel que soit l'endroit en France. Enfin, il y a un vrai sujet là-dessus. Et il va falloir retravailler nos terres directement sur place. Et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. Et d'ailleurs, c'est ce que font les jardins familiaux et les jardins partagés. J'étais à la Grand-Mare il y a quelques jours de ça. Ils ont engagé une personne qui travaille avec eux, qui les aide à faire monter en qualité la terre avec des recettes, voilà, qui sont des solutions qui sont intéressantes et qu'on va certainement mettre en pratique un peu partout. Mais oui, la terre agricole, la bonne terre, elle est rare. Monsieur, une dernière question très rapidement, avant de passer à la table ronde.
vais essayer de faire vite. En fait, je demeure pas rond, j'habite sur une commune sur le plateau Ouest et je suis président d'un lotissement qui regroupe un certain nombre de copropriétés. Et nous avons en charge nos espaces verts puisque la commune n'a pas repris les espaces verts. Et donc, on essaie de maintenir en fait ces espaces végétalisés le mieux possible. Mais surtout, la difficulté à laquelle on se heurte, c'est dans les copropriétés elles-mêmes. C'est un lotissement qui date des années 80. Et en fait, à cette époque-là, on avait fait un peu la bêtise de planter des tuyas qui aujourd'hui sont tous malades. Et la difficulté à laquelle on se heurte, c'est que les gens aujourd'hui veulent arracher ces tuyas. Et à la place, on met du grillage, on monte des murs. Et c'est là où je trouve que le PLUI, même s'il y a des préconisations, manque quand même d'incitation à ce qu'on conserve de la végétalisation dans des jardins qui sont certes privés, mais qui participent, on le disait ce matin, des espaces privés qui participent aussi à la biodiversité de ces espaces. Et là, je pense qu'au niveau du PLUI, il y a vraiment des choses à faire pour qu'on incite, en cas d'arrachage de haies, à replanter des haies, pour ne pas se retrouver avec des lotissements qui vont être dans quelques années avec des grillages ou voire des murs, quoi. Oui, on a le sujet, beaucoup de choses en plastique aussi qui sont apparues ces dernières années, c'est dramatique. Et puis quand il y a des haies, les gens les coupent à n'importe quel moment, oubliant que les haies, c'est aussi des refuges pour les oiseaux notamment, pour les insectes, pour les nids. Et ça, c'est important. Donc, moi, alors, si j'avais un peu si je faisais un peu de politique, ça m'arrive de temps en temps, je dirais que moi, je n'ai pas voté le PLUI, donc pour tout un tas de raisons. Pas forcément celle-là, mais aussi celle qui manquait un peu d'ambition sur ces questions, notamment liées au privé, parce que les zones privées sont fondamentales de toute façon sur le travail de renaturation. Nous, on peut renaturer nos espaces publics, mais il faut aussi, les espaces privés représentent un pourcentage très important et de la ville de Rouen et de la métropole en général, donc, y compris les forêts, etc. Donc c'est important qu'on soit dans le même mouvement, dans le même instant. Et c'est vrai que le règlement, d'avoir un règlement qui oblige, mais s'il y a des obligations, il faut qu'on soit aussi en capacité d'apporter des solutions et des aides. Et c'est ça qu'il faut travailler absolument, sinon on piège un peu les gens. Si on leur dit vous ne pouvez plus faire ça, par contre il faudra faire ce type de haie, mais qu'on ne les aide pas, y compris dans la conception, dans la réflexion, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc il faut qu'on soit à la fois ferme sur ce qu'on veut faire, au nom de la biodiversité, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, et en même temps être à leur côté, c'est-à-dire pour apporter des solutions pérennes. Merci beaucoup, Jean-Michel Bérégovoy. Bravo pour tout ce que vous faites. Bon courage.